catégorie B décalée. Salutations à vous mes très chers Lyoko fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien comme d'hab. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des 20 ans de la série Code Lyoko. Et oui, vous avez été tellement nombreux à participer que malheureusement, je n'ai pas pu mettre tout le monde dans la première partie. J'ai donc dû faire des choix et malheureusement, ça a créé ce que je craignais, des petites jalousies. Certains d'entre vous m'ont manifesté leur grande déception de façon assez brutale parfois. Ce que je peux comprendre évidemment, c'est toujours décevant de ne pas voir ses œuvres à l'écran. Mais ce n'est pas non plus la peine d'être agressif, je fais ce que je peux moi aussi. Et c'est justement pour éviter ce genre de situation que je voulais que tout le monde y soit dans cette vidéo. Même si c'est en 2-3 parties, eh bien tant pis. J'estime que vous méritez tous de la visibilité. Je ne voulais pas avoir à choisir entre un tel ou un tel. D'ailleurs, il y aura sûrement une troisième partie parce que moi aussi de mon côté, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. À moins qu'il reste un petit peu de place pour moi en fin de vidéo, on verra. Ah oui, sinon il y a aussi quelqu'un qui m'a rappelé en commentaire que c'était également l'anniversaire de Code Lyoko Evolution qui fêtait ses 10 ans. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui, effectivement, c'est pour cette raison que j'en parlerai pas. Bien, maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer. Et on reprend tout de suite cette visite guidée avec le dessin de Chavonax. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une flèche laser de Odd. D'ailleurs, faudrait être bête pour pas le deviner vu qu'il l'a marqué. Flèche laser Odd. D'ailleurs, c'est très bien écrit. Et là, il s'agit encore d'une réalisation sans couleur. Il a utilisé le gris crayon de bois. Ce qui est, ma foi, plutôt logique étant donné que les flèches laser de Odd sont grises. Non, franchement, c'est sympathique, j'aime bien. On poursuit avec les jolis petits dessins de Chloé Foulard. Alors, elle m'avait envoyé beaucoup de dessins, j'ai dû faire un choix et j'ai retenu les deux que vous voyez. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'illustrations de Jérémy et c'est normal puisque c'est son personnage préféré. Oui, et c'est assez peu commun. Bon, et ce qui est intéressant là dans ces deux dessins, c'est que l'on remarque tout de suite qu'il y a une grande différence de réalisation. Le premier où Jérémy et Aelita s'embrassent, je pense que tu devais être un peu plus jeune quand tu l'as dessiné. Peut-être aux alentours de 7-8 ans. Alors que l'autre, celui de Jérémy, eh bien, les graphismes sont limite parfaits, j'ai envie de dire. On voit une nette amélioration, là, il n'y a pas photo. Alors après, je ne sais pas à quoi c'est dû, le facteur H peut-être, ou des cours que tu aurais pris entre-temps, ou alors tu as triché et tu t'es amusé à décalquer. Si c'est ça, c'est pas bien. Non, t'inquiète, je te taquine. En tout cas, c'est vraiment beau. Merci à toi, Chloé, de nous avoir partagé ces magnifiques dessins. On poursuit avec Gabriel Science qui lui a dessiné plusieurs choses différentes sur la même feuille. C'est intéressant puisqu'on a un peu de tout là. Vous voyez, on a un bloc qui est très bien dessiné en haut de page. À côté, on a une flèche laser de Odd lancée à pleine vitesse qui est très bien faite aussi. Un petit champ de force d'Aelita aussi, et d'ailleurs t'as pris le soin de mettre un peu de couleur et ça c'est cool, il est un peu rosé. Il y a un petit cancre là, il y a même le super calculateur en bas de page, un petit scanner, non franchement c'est génial. Merci beaucoup Gabriel pour ces petits croquis parce qu'ils sont vachement bien faits. Intéressons-nous maintenant aux créations de Cyclope. Alors Cyclope, j'ai eu extrêmement de mal à choisir. Il m'avait envoyé plein de dessins, mais comment dire ? Le problème c'est que c'était pratiquement que des... Peggy 18. Ouais, parfois on était à la limite du hentai, c'est pour vous dire. Je l'ai même un petit peu sermonné d'ailleurs pour m'avoir envoyé des dessins comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les plus soft, évidemment. Donc il y en a deux que j'ai bien aimés. Le premier avec Jérémy et Aelita, qui apparemment sont dans une école de parachutisme. Alors ça, c'est pas mal trouvé. Et visiblement, Jérémy fait la tronche, alors je ne sais absolument pas pourquoi. Cyclope me l'expliquera sûrement en commentaire, enfin j'espère, sans faire de pavé par contre, s'il te plaît, par pitié. 5-6 lignes, c'est largement suffisant pour faire une explication digne de ce nom, pas besoin de tout développer en 40 pages. Voilà, sinon pour en revenir au dessin, j'aime beaucoup, les personnages ont l'air un peu plus vieux que dans le dessin animé. Comme en témoigne d'ailleurs la coupe de cheveux d'Aelita, qui est un peu spéciale pour ma part, long d'un côté, court de l'autre, c'est un peu bizarre, je trouve que ça lui va pas du tout. Tu t'es inspiré de la coupe de cheveux de la chanteuse Ava Max ou quoi Comment ça se passe? Non, mais mis à part ça, je trouve que c'est un dessin plutôt sympathique avec de belles couleurs et de beaux graphismes. Le deuxième dessin, avec Franz Hopper et Odd, je l'adore parce que c'est un gros clin d'œil au film Retour vers le futur.
Alors normalement, si vous vivez pas dans une grotte, vous devriez tous connaître ce film quand même, c'est un grand classique des années 80. Et franchement, je trouve que cette idée de crossover est très bien trouvée, étant donné que les deux univers ont un lien très étroit, notamment sur la question du voyage dans le temps et les conséquences que ça peut avoir à long terme. Non, et puis en plus, le choix des personnages est très pertinent. Odd dans le rôle de Marty McFly, c'est juste parfait. Et pareil pour Franz Hopper en doc, il y avait pas mieux comme choix. Ce sont deux personnages plutôt similaires en vrai. Deux scientifiques un peu foufous qui ont créé, découvert des choses absolument fascinantes qui dépassent l'entendement. Non, celui-là est juste incroyable en fait. Et franchement, je vais te dire un truc, de tout ce que tu m'as proposé, c'est celui-là mon préféré. Bien, on poursuit maintenant avec une nouvelle anecdote, celle de Elijah, ou Elijah, je sais pas trop comment ça se dit, je suis vraiment désolée si j'écorche ton prénom, mais en même temps il est un peu chelou. Non, s'il te plaît, sois indulgent, c'est la première fois de ma vie que je vois un prénom comme ça. Mais au moins, je sais l'écrire, hein. Bref, alors toi, tu me dis, je suis en 2006, et à l'époque, après mes 9 ans, je connaissais pas encore Code Lyoko, parce que je pense pas vraiment que ça passait encore sur France 3 à l'époque. Ouais, après moi je regardais surtout ça sur Canal J, donc je ne sais pas trop à vrai dire. Mais mon cousin qui a 20 ans aujourd'hui, et même mon cousin de 17 ans, qui trouve que ce dessin animé est nul et surtout carrément raciste maintenant car il n'y a pas de noirs, et même mon meilleur pote de la maternelle m'ont fait connaître ce dessin animé car ils savaient déjà à l'époque que je préférais regarder des dessins animés en rentrant de l'école plutôt que de faire mes devoirs. En même temps, qui aime faire ses devoirs, franchement? Bref, alors, bon, je vous avoue quand même qu'au début j'ai pas trop compris, puisqu'il me dit que ses cousins lui ont fait découvrir Code Lyoko, alors qu'il n'aime pas le dessin animé. Alors là je me suis dit, il y a un truc qui va pas, cherchez l'erreur. T'aimes pas un dessin animé et tu le fais découvrir à ton cousin. Donc je lui ai demandé plus d'explications en commentaire, et c'est là qu'il m'a dit qu'au début ses cousins aimaient la série. C'est juste qu'au fur et à mesure, à force de regarder, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages noirs, et donc par conséquent, ils ont pensé que ce dessin animé était raciste. Code Lyoko, raciste. C'est la première fois que j'entends ça. Non mais là, je suis désolée, mais je crois que je vais pousser un coup de gueule. Et justement, ton anecdote est très intéressante, Elijah, parce que là, tu me tends la perche. Donc, si jamais tes cousins regardent ma vidéo, alors les gars, sachez que non, Code Lyoko n'est pas raciste, puisque déjà, il y a quand même quelques personnages noirs intéressants. Il y a Tamia, il y a Christophe Mbala, bon, c'est un figurant, mais bon, il est quand même sympathique, c'est le pote de William. Et plus tard, on a même Sam qui arrive en fin de saison 1. Même si j'avoue que ce personnage est un peu controversé, vu qu'elle est représentée en tant que délinquante. Mais bon, ce n'est pas le sujet là. Ça fait quand même, du coup, on est sur 3 personnages de couleur noire et c'est déjà pas mal pour une série française, hein. Oui, parce que je rappelle que l'histoire se déroule en France quand même. Donc c'est normal qu'il y ait majoritairement des personnages blancs, hein. C'est comme si moi je regardais une série qui se déroule au Cameroun et que je me plaignais du fait qu'il n'y ait pas assez de personnages blancs. Bah c'est normal en fait. Mais moi je vais vous dire un truc, et là je m'adresse à tout le monde. Je sais pas, mais dans les années 2000, quand on regardait ce dessin animé, et même n'importe quel autre dessin animé, eh bien on se prenait pas la tête avec des histoires de couleur de peau, parce qu'on s'en foutait royalement. Que un tel soit jaune, un tel soit vert, un tel soit bleu schtroumpf ou machin chose, mais qu'est-ce qu'on s'en foutait? Ça ne nous empêchait pas d'apprécier les personnages pour ce qu'ils étaient et l'histoire. Non mais vraiment, ça me fout en l'air tout ça. Je suis vraiment désolée de péter un câble sur une vidéo aussi importante que celle-ci, où on célèbre l'anniversaire de Code Lyoko, mais franchement là j'avais besoin d'extérioriser. Vous voyez, le problème c'est que maintenant on est dans une époque où on n'a plus le droit de rien dire, où on voit du racisme un peu partout, et même là où il y en a pas. On n'a même plus le droit de nommer les choses telles qu'elles sont, hein, comme le fait de dire personne noire, ça déjà c'est mal vu. Maintenant on dit racisé ou de couleur. On est dans un monde où même les bonbons sont devenus racistes, hein, puisque maintenant si on prend un paquet de dragibus, eh bien on est raciste, étant donné qu'il y a des dragibus noirs dedans. Ouh là là. Non mais vous vous rendez compte jusqu'où elle va la connerie humaine? On est rendu à ce point et c'est grave. Enfin bref, pour conclure, oui je vais me calmer un petit peu, je vous promets. Eh bien je trouve ça dommage que tes cousins n'ont pas cherché à voir au-delà du physique des personnages. C'est triste qu'en 2023 il y ait encore visiblement des personnes qui ne s'intéressent qu'à ça. Ouais, sombre époque hein. Bref, voilà, ça sera tout pour moi sur le sujet. Merci de m'avoir écouté.
Allez, continuons avec Shamanverse. J'espère que je prononce bien ton pseudo encore une fois. Et ces fameuses statistiques. Oui, alors pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais sur le site codeyokoofficiel.fr, eh bien ils se sont amusés à faire des statistiques pour chaque épisode de Code Lyoko. Comme ça, on peut voir quel est le meilleur Lyoko guerrier. Et je me suis aperçue que dans 80% des épisodes, eh bien c'était Odd qui gagnait. Ouais, comme par hasard. En sachant que c'est le personnage préféré des scénaristes, ouais, il y a de quoi se poser des questions sur l'objectivité de leur comptage. Et puis même sans parler de ça, d'autres paramètres n'ont pas été pris en compte, ce qui fausse un petit peu les résultats parfois. Pour toutes ces raisons, Shamanverse, grand fan de statistiques, a donc décidé de créer son propre site sur lequel il fait ses propres statistiques avec sa propre méthode de comptage, en essayant bien évidemment d'être le plus objectif possible. Et franchement, je trouve qu'il fait du très bon travail, son site est vraiment bien complet. Il a vraiment détaillé les statistiques pour chaque épisode, pour chaque personnage, il a fait des bilans. Mais surtout, ce que j'ai adoré, c'est qu'il a pris en compte d'autres paramètres importants, tels que le nombre de virtualisations par personnage dans la série, la valeur de destruction de chaque monstre de Xana qui varie en fonction de la catégorie rencontrée. Par exemple, si vous avez un cancrelat et que vous l'abattez, ça vaudra moins de points qu'une tarentule. Forcément. Enfin bref, il a vraiment pris la chose au sérieux quoi. Il y a juste un point où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur la question du personnage de William. Et oui, puisque pour les stats de la saison 4, il l'a compté en tant que Lyoko guerrier, alors qu'il est sous le contrôle de Xana. Donc s'il arrive en première position, bah c'est un peu cheaté du coup, puisqu'il a en plus de sa puissance celle de Xana. En fait, pour que ce soit vraiment plus équitable, il aurait dû le compter en tant que Xana guerrier, et non comme Lyoko guerrier. Mais bon, de toute façon, ça il le sait, hein, je lui avais déjà dit. Enfin bref, mis à part ça, ce site est vraiment très intéressant, je vous invite vivement à aller y faire un tour parce que ça en vaut le coup. Nous en sommes rendus maintenant à Luffy du Bled. Alors ton pseudo me fait bien rigoler. J'imagine que t'es un fan de One Piece. Et alors toi, tu m'as envoyé un sympathique petit dessin d'Ulrich. En plus, tu as mis de la couleur, hein, tu l'as colorié. Le dessin est très bien réalisé. Le graphisme du personnage est très bien respecté. Non, franchement, c'est vraiment cool. Ah, et en plus, je vois que tu as pris le soin de le signer. Hein. Il y a une petite signature à droite, là. Comme si c'était vraiment un chef-d'œuvre d'un grand artiste. Ça me fait rigoler. Non, mais c'est chouette, on voit que tu t'es appliqué. Donc, merci à toi, Luffy du Bled, ça me fait vraiment plaisir. Dans le même genre, on a Zera Aelis qui nous propose un joli petit dessin d'Aelita qui est designé au style manga. Alors, c'est très joli, mais en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une petite histoire derrière la création de ce dessin. Et oui, puisque dans son message, il me dit qu'il est un énorme fan d'Aelita et qu'il voulait un dessin d'elle. Le problème, c'est qu'il ne sait pas dessiner. Donc, il a commissionné quelqu'un de son entourage pour le faire à sa place. Sauf que cette personne n'est pas non plus très douée, mais elle a quand même accepté de se prêter au jeu. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, pour une personne qui ne sait pas trop dessiner apparemment, bah je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Le seul petit bémol, c'est que la tête, elle est coupée. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne en haut. Mais bon, voilà, après, c'est pas trop grave non plus, du moment qu'on voit le visage, c'est le principal. Merci à toi en tout cas de m'avoir envoyé ce dessin parce qu'il est vraiment très cool. Bien, poursuivons avec Tom Edgery, j'espère que ça se prononce comme ça, désolé sinon, qui lui a fait une grosse dinguerie puisque sur ses temps libres, il s'est amusé à modéliser en 3D les lieux du collège Kadik et de l'usine, grâce à un logiciel nommé SketchUp. Alors je connais pas du tout, hein. En revanche je connais la sauce, le ketchup. Non, c'était nul, oubliez. Bref, et donc ce qui est intéressant, c'est que normalement ces modélisations, d'après ce qu'il m'a dit, était censé être des ébauches d'un projet beaucoup plus grand. Et oui, parce qu'avec ça, il avait l'intention de créer un jeu où l'on pouvait visiter les lieux de Kadik librement, mais malheureusement, il l'a jamais poursuivi. Et c'est franchement dommage d'ailleurs, parce que là, tu tenais vraiment un truc. Je suis scotchée parce que c'est hyper bien fait, quoi, jusque dans les moindres détails. Et encore, ce n'est même pas le rendu final. Vous imaginez ce que ça donnerait si c'était terminé? Ça serait juste incroyable. Déjà là, rien que ça, j'imagine même pas le temps que ça t'a pris quoi. Des heures, des semaines, peut-être même des mois. Et oui, hein, parce qu'on s'en rend pas compte nous, mais c'est du travail tout ça. Non, franchement, j'espère que tu vas continuer ton projet. D'ailleurs, en fin de message, il me dit que tout ça lui a donné envie de s'y remettre. Alors, j'ai envie de dire affaire à suivre peut-être. Les prochaines œuvres sont celles de Kyokoko Otaku, qui, elle,
a été inventé 7 nouveaux personnages, ouais ça fait beaucoup, et dont chacun d'entre eux possède sa propre histoire, ou plutôt chacune d'entre elles puisqu'il s'agit d'un groupe de meufs. Alors chacune de ces histoires m'ont été communiquées via le mail, donc je vais vous les lire. Donc le premier personnage s'appelle Vixie, c'est une jeune androïde conçue pour être à la fois une enfant pour l'épouse du docteur Salvador, tiens c'est qui celui-là, je ne sais pas d'où il sort, et également un ordinateur de guerre, un peu à la Xana je pense. Mais un jour elle a échappé à son programme pour se confondre aux humains. Xana n'a jamais pu prendre le contrôle de Vixie car elle possède un pare-feu de niveau militaire le plus élevé, ah ouais rien que ça. Elle possède de nombreux câbles, un qui lui permet de recharger ses batteries et les autres pour se connecter à un ordinateur. Bien, ensuite on a Juliette et Laura. Alors c'est un couple lesbien qui s'aiment à la folie toutes les deux, ayant des personnalités bien distinctes. Juliette, la pile électrique très amicale et riant au nez de Yumi quand la japonaise croyait que la rouquine était intéressée par le beau brun, MDR. Et Laura, née malvoyante et d'une nature calme mais amicale, elle est très souvent avec sa copine. Elle a pu avoir une autorisation spéciale pour garder son chien guide avec elle. Je l'ai pas dessiné parce que flemme. Sérieusement quoi. On continue avec un trio d'amis d'enfance, Cléo, Jeanne et Madeleine. Donc Cléo est une mordue de romans horrifiques et elle veut devenir autrice. Jeanne, métisse franco-coréenne, oh putain, écrit des textes de rap et veut devenir une chanteuse de rap à succès. Et enfin Madeleine, c'est une développeuse de jeux amateurs et elle écrit un jeu de survie dans un monde avec des plantes carnivores zombies qui crachent de l'acide chlorhydrique. Putain, t'en as de l'imagination toi hein. Et enfin, on termine avec Sophia, son personnage préféré. Donc Sophia a beaucoup souffert car elle a subi du harcèlement grossophobe pendant une grande partie de sa scolarité et même quand elle a voulu participer à un concours de tal, elle n'avait apparemment pas le physique du studio, ce qui l'a encore plus blessée. Mais un jour, alors qu'elle chantait en pensant être seule, William va être émerveillé par cette voix de sirène. Ah ouais. Ok, donc je récapitule, on a des lesbiennes, une meuf qui n'est pas humaine, une noire, une franco-coréenne, une malvoyante et une grosse. Ça fait quand même pas mal de minorités de représenter là. En fait, il n'y a que Madeleine qui n'a pas de différence à proprement parler. Bon, ça, à la limite, c'est pas dérangeant. En revanche, ce qui l'est un peu plus, c'est le manque d'hommes dans ton groupe. Ouais, je m'attendais à voir quelques personnages masculins quand même, ça aurait fait un peu plus mixte, un peu plus équilibré, mais pourquoi pas. Sinon, ça reste des très jolis dessins et des très beaux personnages avec des personnalités différentes et une histoire différente et ça c'est plutôt cool. Non, merci à toi de nous avoir présenté tes personnages parce qu'ils sont très intéressants. Et d'ailleurs ma préférée c'est aussi Sophia pour le coup parce que je me reconnais dans son histoire étant donné que moi aussi je souffre d'obésité. On enchaîne avec Corentin Testa, qui lui possède carrément des bandes dessinées Code Lyoko. Alors ces bandes dessinées, on peut les retrouver sur le site codelyoko.fr maintenant. Inutile de vous dire que je les ai lues, bien évidemment, hein. Vous me connaissez maintenant. Et comme ce cher Corentin, eh bien, je les trouve absolument géniales. Les histoires sont très originales. Par exemple, il y en a une basée sur la saison 4 où on va avoir Jérémy qui va se retrouver virtualisé sur le territoire volcan et qui en plus va se lier d'amitié avec quelques monstres de Xana, tel un bloc, un cancrelat ou encore une tarentule. Ouais, c'est un peu chelou. Dans une autre, on va avoir Yumi qui va être virtualisée sur Lyoko sous la forme d'une abeille. Disons qu'elle est humaine mais avec une tête d'abeille. Ouais, je sais, c'est complètement what the fuck. Enfin voilà quoi, ce sont des bandes dessinées avec des histoires atypiques comme ça qui n'ont jamais été montrées à l'écran mais qui auraient pu l'être finalement. Voilà, donc si ces bandes dessinées vous intéressent, vous pouvez les télécharger via le site codelyoko.fr si jamais vous ne les avez pas en main propre évidemment. Alors, je vais vous donner mon avis, hein. Personnellement, je vous conseille vraiment de les lire parce qu'elles sont top. Les dessins sont très bien réalisés, en plus il y a des moments drôles, non franchement, elles valent le détour. On reste dans le thème du dessin avec celui de Carmel N. Grecoas qui nous a fait une très belle représentation d'Aelita au crayon de bois. Et ouais, encore un. Et y a pas grand chose à en dire finalement. Tout y est quoi, les détails qui sont très bien accentués, surtout au niveau de la chevelure avec les ombres. J'ai remarqué juste un petit défaut au niveau des jambes, on voit qu'Aelita en a une un petit peu plus mince que l'autre. Ouais, ça c'est rigolo d'ailleurs. Ah, et j'avais pas remarqué mais c'est tout le côté droit en fait, même le bras. Non mais là je cherche juste un petit peu la petite bête parce que voilà, y a rien à dire, tout est parfait ou presque, donc dans ce cas-là, moi ce que je cherche c'est l'imperfection. En tout cas, merci à toi Carmel de me l'avoir envoyé parce qu'il est vraiment très beau.
On poursuit avec Reitenman qui, par mail, m'a rédigé non pas une anecdote, mais une idée d'épisode. C'est bien, ça change un petit peu, donc je vais vous lire ça. Alors que c'est la matinée, Sissi décide d'aller draguer Ulrich qui finit par lui crier dessus. Elle part en courant dans sa chambre pleurer et le reste du groupe s'énerve contre lui. Ouais, pour l'instant ça me fait un peu penser à l'épisode 12, Attaque en piqué. Plus tard, Jérémy se rend compte que la puissance du supercalculateur est vraiment en baisse ces derniers temps et se demande si ça n'a pas un rapport avec Zana qui n'a pas lancé d'attaque depuis plusieurs semaines, et cela est le cas car pendant tout ce temps, il a accumulé de l'énergie pour virtualiser des méga tanks dans Cadix. Ouais, alors là, on est sur un mélange des scénarios de l'épisode 92, Sueur froide, quand Xana mobilise l'énergie de tous ses réplicas pour invoquer le colosse, et 39, Mauvaise conduite, quand il matérialise des crabes sur Terre lors de son attaque. Bref, on continue. Les héros finissent par miracle par s'échapper et arrivent à l'usine. Jérémy demande de faire tout de suite un retour dans le temps, mais Xana a pris toute la puissance de Lyoko. Ouais, pourquoi pas ? Par miracle, en pompant de l'énergie de la batterie du supercalculateur, ils peuvent se virtualiser et se rendre compte que la tour est vraiment bien gardée avec quasiment tout le monde pour la surveiller. Ah ouais, d'accord. Ils finissent par comprendre que le meilleur moyen de la désactiver est en éliminant les méga-tanks, car Xana n'aura d'autre choix que d'arrêter la tour, laissant de la puissance pour remonter le temps. Ouais, j'avoue, là j'ai pas trop compris, mais bon, bref. Les héros prennent le skid et vont s'amarrer à une tour pour se translater dans Cadix et affronter les méga-tanks. Ah, ça c'est cool. Ulrich et Aelita vont faire le ménage dans notre monde et le reste protège la tour. Après avoir vaincu un méga-tank, Ulrich se demande s'il reste des personnes dans Cadix et fouille tout le bahut. Il trouve alors Sissi évanouie à cause de lui ce matin dans sa chambre. Ulrich la réveille et la porte en dehors du lycée, mais se retrouve devant le méga-tank qui dévirtualise Aelita. Plus que lui, et Sissi sera aux mains de Xana. Un combat entre le méga-tank et lui commence et Ulrich finit gravement blessé. Ouais, alors ça c'est pas très cohérent puisque s'il est translaté, il est censé être sous la forme d'un spectre. Ce n'est pas vraiment son corps réel, donc il ne peut pas être blessé, c'est impossible. Bref, et alors que Sissi allait se faire toucher, Ulrich court vers elle pour la protéger, lui avouant en fait qu'il l'aime beaucoup et tient à elle comme une sœur. Un peu bizarre. Le combat continue et le méga-tank diverti par Ulrich finit par se prendre une attaque de Sissi qui l'achève et dont l'explosion finale projette la jeune fille blessée vers les portes de la mort. Ah, c'est bien, au moins on a une Sissi badass. Mais les 3 méga-tanks ayant été supprimés, Xana arrête son attaque, permettant à Jérémy de lancer un retour vers le passé. Une fois effectué, Ulrich court vers la chambre de Sissi et pleure de joie quand il la voit vivante. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Bien, on va faire un petit débriefing. Alors, pour commencer, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dans ton histoire. Notamment le coup de la translation dans Cadix, ça c'est quelque chose que j'aurais voulu voir aussi. Je pense que ça aurait pu être fait dans la série. Avec justement, pourquoi pas, leurs camarades du lycée qui les voient fringuer comme sur Lyoko et combattre des monstres, avec l'expérience d'un ninja et qui finissent par se poser des questions. Ça aurait pu être pas mal. Après, je te cache pas que niveau cohérence, ça frise un petit peu le zéro. D'abord parce qu'on a un Ulrich blessé alors qu'il est censé être translaté, donc sous la forme d'un spectre, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le fait qu'il considère Sissi comme sa petite sœur, c'est un peu étrange également, parce que c'est pas du tout le message que la série nous véhicule. Alors après, je conçois que c'est ton point de vue à toi, hein, t'as toujours considéré, d'après ce que tu m'as dit, la relation Ulrich-Sissi de cette façon-là. Et je le respecte évidemment, mais ça me pose un peu problème. Et puis le coup de l'attaque qui s'arrête juste en tuant des méga-tanks, j'ai pas trop compris non plus, c'est très flou. C'est dommage parce que j'ai l'impression que ton histoire est bâclée. D'ailleurs, tu me l'as un peu avoué en me disant que tu l'avais écrite juste avant d'aller au lycée. Du coup, je me demande si t'as pas un peu écrit ça à l'arrache juste pour passer dans ma vidéo, hein? Si c'est ça, eh bien je suis un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose qui vienne de toi, de ton cœur. Je suis franchement désolée de te dire ça comme ça, c'est pas du tout mon intention de te descendre ou je ne sais quoi, mais moi je pense que tu aurais pu faire mieux. Voilà, en prenant le temps de te poser après être rentré des cours par exemple en soirée. Là, à ce moment-là, tu aurais eu beaucoup plus de temps pour réfléchir à un véritable scénario construit et un petit peu plus cohérent aussi. Alors après, si ça ne l'est pas complètement, c'est pas grave, hein. Après tout, dans Code Lyoko, il y a des choses incohérentes aussi. Et même moi, j'ai créé des bandes dessinées et avec le recul, je me rends compte que y a des choses vraiment pas cohérentes non plus et qui ne vont pas. Enfin voilà, j'espère que tu vois ce que je veux dire et que tu ne m'en voudras pas, hein, vraiment.
Et enfin, on achève cette vidéo avec Gacha Hand, qui lui a créé comme moi des personnages sur le logiciel Gacha Life, des personnages à l'effigie des héros de Code Lyoko. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Yumi, Jérémy, Aelita, Odd et Ulrich. Ils sont plutôt bien faits. Même si pour être honnête, je trouve qu'il manque pas mal de détails, notamment Odd, il lui manque sa petite tache violette au niveau des cheveux. Aelita, la coupe de cheveux aussi, c'est pas du tout ça. En revanche, la tenue, j'ai rien à dire. Sinon, ce qui me choque un peu aussi, c'est le fait qu'ils aient tous les yeux noirs. On sait que ce n'est pas le cas dans la série, puisqu'Aelita, elle a les yeux verts, ça on en est sûr. Jérémy, on peut imaginer que c'est un blond aux yeux bleus. Ulrich, bah il est plutôt brun avec des yeux marrons, je dirais. Enfin voilà, je pense que tu aurais pu prendre une couleur d'œil différente pour chaque personnage, en fonction de ce que l'on a vu dans la série déjà d'une part, mais aussi de ton imagination. Et ensuite pour le décor, eh bien je suis un petit peu déçue également, puisque je pense que tu aurais pu faire l'effort de prendre un véritable décor de la série Code Lyoko. Bah oui, c'est dommage, on aurait été un petit peu plus dans le thème. Par exemple, tu aurais pu les mettre dans le collège Kadik ou à l'usine, enfin tu vois ce que je veux dire. Surtout que concernant les décors, t'en as un large panel sur le site codelyoko.fr, hein. Tu peux choisir tout ce que tu veux, donc ouais, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, malgré tout ça, ça reste globalement bien fait, surtout Yumi qui est le personnage le mieux réussi. Voilà, voilà.